Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Prolongement de l'année scolaire, report des examens, réduction des contrôles continus. Une semaine après l'accord signé entre gouvernement et syndicats, le ministère de l'Éducation a dévoilé ce mardi un plan national intégré pour la gestion du temps scolaire et l'organisation pédagogique de l'apprentissage des élèves pour les 3 cycles. Parmi les mesures annoncées, la fin de l'année scolaire sera reportée du 29 juin au 6 juillet 2024 pour les classes du primaire, du secondaire collégial et pour la première année du secondaire qualifiant. Concernant les premières et deuxièmes années du baccalauréat, l'année s'achèvera le 4 juin au lieu du 28 mai 2024. Autre report annoncé, celui des examens normalisés nationaux, régionaux et provinciaux. Donc, le ministère de l'Éducation propose également l'adaptation des programmes scolaires à tous les niveaux d'enseignement afin de compléter le programme. Rappelons que le temps scolaire perdu depuis le début de l'année scolaire est estimé à plus de 50 jours de classe. Rappelons également que près de 75% des enseignants ayant participé à ces grèves sont aujourd'hui opérationnels. Il reste encore près de 25% de grévistes. Enseignement au Maroc vers une sortie de crise, c'est le sujet de ce soir. Et avec nous, pour en parler, M. Mohamed Zerouali, bonsoir. Vous êtes directeur des curricula au ministère de l'Éducation nationale. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci infiniment. Merci de m'avoir associé à cette émission. D'abord, pour expliquer les principes, les mesures prises dans cette note, mais également pour rassurer les familles, les élèves et l'opinion publique en général, que le ministère de l'Éducation nationale est là pour sanctuariser l'école marocaine publique, pour préserver le temps scolaire et pour également préserver le droit de l'élève à l'éducation et au fait qu'il puisse passer ses examens certificatifs dans de bonnes conditions. On va en parler ce soir. Avec nous également, Monsieur Abed Nasser Naji, vous êtes président de l'AMACEN. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Avec nous également Monsieur Mohamed Guedira, vous êtes professeur à la faculté des sciences de l'éducation à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Un plaisir de vous avoir. Alors commençons avec vous, Monsieur Zerouali. Que pensez-vous de cette annonce, de ce nouveau plan donc, qui a été annoncé par le ministère de l'Éducation? Permettez-moi, si vous voulez, de contextualiser un peu tout ça, de pointer quelques éléments, si vous voulez, du contexte pour cadastrer un peu les conditions d'émergence de jeunesse, si vous voulez, de cette note. D'abord, il y a le contexte de grève. Donc, depuis 5 octobre, on a eu des grèves de manière quasi ininterrompue, chose qui va impacter négativement, bien sûr, la scolarité, dans sa dimension normale. Il y a également, deuxième point, c'est les accords ou l'accord du 26 décembre. Paradoxalement, il y a des tensions, mais également il y a des accords qui, en principe, devaient apaiser le champ. Donc, toutes les revendications, quasiment toutes les revendications ont été exaucées. Et donc, c'est pour dire un peu le discours de la sincérité du ministère de l'Éducation nationale, le discours de la main tendue, la bonne intention, etc., ils sont traduits dans cet accord. Troisième élément du contexte, si vous permettez, c'est-à-dire cette année-là coïncide avec la mise en œuvre de la réforme éducative, la feuille de route et tous les programmes de transformation du cadre de déploiement. Donc, vous avez entendu parler sûrement de l'école pionnière, donc il y a, surtout avec les résultats des évaluations TARL, donc on a pu voir qu'on peut inverser la tendance. C'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité le fait que nos élèves ne maîtrisent pas, n'ont pas un bon niveau de maîtrise en langue, etc. Donc ce n'est pas une fatalité. Il y a possibilité toujours d'inverser et de réformer. Hélas, tout ça se heurte à ces grèves, comme je vous ai dit, quasi ininterrompues. C'est pour ça, ce qui nous a incité à agir maintenant pour un peu, en guise de réaction pour... ça a donné lieu, si vous voulez, à ce plan national intégré de la gestion du temps scolaire. Et justement, quelle lecture faites-vous de ce plan ? Bon, c'est un plan salutaire, c'est un plan qui vient au moment opportun, c'est un plan qui vient sauver, si vous voulez, ce qui reste du temps scolaire, mais c'est pas du bricolage, c'est quelque chose, c'est-à-dire c'est un plan qui a été pensé tout en mettant en avant la dimension qualité, etc. Monsieur Naji,
Votre avis sur ce plan? Est-ce que les mesures annoncées sont suffisantes selon vous aujourd'hui? Elles peuvent faire une différence? Bon, comme l'a dit Zerwali, il faut d'abord connaître le contexte. Le contexte tel qu'il a été décrit par Zerwali. Il y a des éléments dans ce contexte qui font que le plan annoncé par le ministère de l'Éducation n'est pas si pertinent comme l'a dit Zerwali. D'abord, dans le contexte, il y a le fait que l'arrêt des cours a dépassé presque 3 mois. Donc, c'est un temps très grand pour les apprentissages, pour les élèves. Les élèves, bien sûr, ont subi cette grève de plein fouet. Ils ont été impactés par le manque d'apprentissage durant toutes ces semaines, plus de 10 semaines. Alors le fait de décider de rattraper ces 10 semaines par une semaine, c'est ce qui frappe le plus dans ce plan intégré qui a été suggéré, proposé par le ministère. Comment peut-on rattraper tout ce temps perdu durant une semaine? Bien sûr, le ministère peut dire qu'en face de ça, nous avons prévu un raccourcissement du programme scolaire. Nous allons bien sûr focaliser le programme scolaire sur l'essentiel, sur les compétences principales, sur les matières certificatives sur lesquelles va se passer l'examen. Mais je pense qu'une semaine n'est pas suffisante pour se focaliser sur ce programme, même s'il est raccourci, parce qu'on sait qu'en plus du temps perdu, il y a l'apprentissage perdu. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'apprentissage perdu? Pas seulement l'apprentissage qui devrait être réalisé durant ces 3 mois, mais aussi l'apprentissage qui a été réalisé avant ces 3 mois. On va en parler plus en détail un peu plus tard dans l'émission de ce rattrapage, justement. OK. Donc des 3 mois. Et selon vous, M. Gdiala? Écoutez, il y a un effort respectable, hein, il faut le reconnaître. C'est un effort qui a été réalisé, conçu, planifié par le ministère. Est-ce qu'on pouvait faire mieux? Moi, je pense que oui. Hein, parce que le prolongement d'une semaine n'est pas suffisant, comme l'a dit mon ami et mon collègue. Mais avons-nous le choix de faire autrement? C'est ça la question qui se pose. Très facile de critiquer, mais c'est très difficile de construire et de conceptualiser. Et par conséquent, lorsque je dis que ce n'est pas suffisant, je dis que c'est une étape fondamentale. Mais laissez-moi dire, vous avez parlé de 25% tout à l'heure, hein, de grévistes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a toute une tollée des parents d'élèves. J'ai sondé les subjectivités des parents d'élèves, et autant ils étaient solidaires avec les grévistes avant la signature, autant maintenant ils trouvent que la grève est devenue impopulaire, que les grévistes n'ont pas de raison, hein, n'ont plus de raison de faire la grève. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les parents. Et par conséquent, cette empathie, cette compassion pour les professeurs d'avant est devenue quelque chose qui est vraiment... un parent m'a dit c'est écœurant d'en arriver là. Hein. Le gouvernement, les syndicats ont fait un grand effort, hein, mais maintenant, il n'y a plus lieu de faire des grèves. Maintenant, sur le programme, bien sûr, on pouvait faire mieux. Hein. Par exemple... rajouter 3 à 4 heures par semaine, hein, de cours. Les vacances, bien sûr, ça a été dit par le... Ça a été dit, les vacances, heures supplémentaires qui seront indemnisées. Il y a les plateformes TIS, il y a les académies, les plateformes des académies aussi. Donc, il y a un effort colossal. Hein, il y a un effort colossal. Moi, j'apprécie personnellement. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, il y a une désertion des grévistes.
dans le sens où aujourd'hui il y a un retour à la normale, et tant mieux pour nous, tant mieux pour les élèves, parce que c'est inconcevable de prendre les élèves comme otages dans cette situation. Absolument. Rappelons qu'il s'agit de 7 millions d'élèves qui ont souffert de cette situation. Monsieur Zerouali, pourquoi une semaine? Pourquoi on ne pouvait pas faire plus? En fait, c'est une question récurrente maintenant. Oui, puisque ça a été abordé par nos deux invités, je vous laisse l'occasion de répondre. D'abord, on agit, c'est objectif, on agit dans une temporalité exceptionnelle. D'accord? Donc, on a posé cette équation, une semaine égale 3 mois, mais on a essayé de trouver les éléments de solution dont, si vous lisez la note, il y a quand même des éléments de réponse. Première chose, les examens, surtout le baccalauréat. Le baccalauréat est rattaché de manière organique à un agenda extérieur. Les élèves qui désirent, par exemple, passer des concours pour l'accès aux grandes écoles, soit au niveau national ou à l'extérieur, donc sont obligés de... On ne va pas sacrifier ces élèves-là. Donc il y a ce problème objectif. Deuxièmement, pendant tout ce temps scolaire, qui reste au moins, donc on va revoir l'enveloppe horaire. Donc il y a une revue de l'enveloppe horaire, elle n'est pas stable. Donc comme ça a été dit, donc on va affecter par exemple plus d'heures aux matières, aux disciplines certificatives au détriment des disciplines non certificatives. Vous voyez, donc là, l'enveloppe horaire va en augmentant. Donc vous voyez, donc c'est plus une semaine, c'est plus, d'accord. Troisième mesure, il y a des mesures parallèles que vous venez de citer qui accompagnent un peu ce process. Donc c'est surtout, on va intensifier les séances de soutien. Donc, c'est des heures, on peut comptabiliser en termes d'heures, donc c'est plus. Il y a autre chose qui a été dit par ces Naji, c'est au niveau curriculum. Donc, au niveau curriculum, c'est-à-dire que nous avons un curriculum, en fait, étendu, c'est un curriculum normal qu'on peut étaler sur 34 semaines. C'est le nombre d'heures, si vous voulez, le nombre de semaines global de l'année. Mais maintenant, on est dans ce cas de figure, donc on a essayé d'élaguer le curriculum et de le resserrer autour des fondamentaux. Donc on a maintenant une matrice curriculaire élaguée et resserrée sur les fondamentaux. Et ça ne change en rien au niveau qualitatif, au niveau des compétences, etc., au niveau du seuil d'exigence, si vous voulez, de ce qu'on veut, comme output à la fin. Et d'ailleurs, c'est mieux que moi que les systèmes performants, au niveau international, sont des systèmes où le curriculum est allégé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'appendices, etc. Donc on va directement à l'essentiel. Et je crois que ça, c'est une explication aussi. Autre chose, il y a tout un travail qui a été fait dans ce sens pour préparer un curriculum, disons, révisé dans le sens de la simplification. Donc il est là, la direction des curricula a préparé ce texte. Il va être mis en débat avec d'autres instances au niveau régional, local. Et en tout cas, il n'y aura pas de changement au niveau du seuil d'exigence des compétences et il n'y aura pas de changement également au niveau des descripteurs des cadres de référence des examens. Donc c'est-à-dire le bac 2020, c'est le même bac que le bac, plutôt le bac 2016 ou de 2017, c'est le même bac que le bac 2024 au niveau des exigences. Avec certains cours en moins, tout de même. Bon, comme je vous ai dit, on est dans un cas exceptionnel. Absolument. Donc, une exigence de temps, Monsieur Naji, quel impact pour ces étudiants du baccalauréat selon vous? Face aux étudiants internationaux, bien sûr. Je pense qu'il faut recadrer un petit peu le débat et le remettre à une valeur ou bien une échelle acceptable au niveau du Maroc. Parce qu'au Maroc, nous avons, il ne faut pas l'oublier, nous avons à peu près 85% des élèves qui sont dans le public et 15% qui sont dans le privé. Les élèves qui sont impactés, ce sont les élèves du public. Et les élèves du privé ont suivi leur scolarité normalement. Donc, Justement, ils ont suivi leur scolarité normalement, mais est-ce qu'ils sont assujettis au même calendrier que oui, au même les élèves du secteur au même calendrier d'examen, bien sûr, parce qu'ils vont passer le même examen national. Surtout le baccalauréat et les autres examens, ce sont des examens nationaux. Donc, ils vont être soumis aux mêmes exigences de l'examen,
Mais à ce niveau, moi, je pense que le fait de lier le prolongement de l'année scolaire au calendrier international des examens, surtout en ce qui concerne l'entrée dans l'enseignement supérieur, est une démarche qui n'est pas à même de favoriser l'enseignement public, mais plus il favorise l'enseignement privé. Parce que dans l'enseignement privé, il n'y a pas de problème de scolarité, donc ils peuvent se permettre de passer des examens à l'extérieur du Maroc. Mais pour les élèves qui sont du public, ils ont bien sûr un retard très significatif dans les apprentissages et je ne pense pas qu'avec le prolongement de l'année scolaire, avec tous les efforts qui vont être fournis pour remettre à niveau nos élèves, on n'arrivera jamais à atteindre le niveau d'apprentissage escompté. Ce n'est pas possible, c'est pédagogiquement impossible, parce qu'en plus de la perte d'apprentissage relative à l'arrêt des cours, il y a des pertes d'apprentissage qui sont cumulées. Elles sont cumulées, et d'ailleurs les évaluations internationales et même les évaluations nationales disent que le pourcentage de nos élèves qui maîtrisent les compétences minimales sont à peu près 20 à 25% selon les évaluations. Dans le secteur ça public, veut dire, bien évidemment. Secteur public et privé confondus. D'accord. Ça veut dire que les élèves n'ont pas les capacités, surtout dans ces circonstances difficiles, de reprendre les cours normalement et d'arriver à atteindre les niveaux qu'ils auraient eus s'ils avaient passé l'année scolaire normalement, malgré les efforts qui vont être fournis. Ça veut dire qu'une semaine, moi j'insiste qu'une semaine, avec tous les efforts qui sont fournis, n'est pas suffisante. Il ne fallait pas lier la décision aux examens ou bien à l'entrée dans l'enseignement supérieur à l'extérieur du Maroc. Il fallait coordonner avec l'enseignement supérieur au niveau du Maroc pour retarder les examens d'entrée ou les concours d'entrée à l'enseignement supérieur et en conséquence, nous pouvons ajouter 2 à 3 semaines, au moins 3 semaines pour que les élèves arrivent au moins à rattraper un pourcentage intéressant des cours qui ont été perdus. Concernant le curriculum, moi je salue bien sûr l'initiative de revoir le curriculum d'une manière à se focaliser sur les fondamentaux, mais la question que je pose, est-ce que dans ce laps de temps, et sincèrement dans ce laps de temps, est-ce qu'on pouvait réviser le programme d'une façon satisfaisante pour atteindre cet objectif de d'abord maintenir les exigences du curriculum et ensuite rétrécir le curriculum de façon à qu'il soit maîtrisable dans ce laps de temps qui nous reste. Moi, je reste sceptique par rapport à cette question, d'autant plus que la révision des programmes n'est pas chose facile. On ne peut pas réviser un programme du jour au lendemain. C'est un travail de long terme, c'est un travail de longue haleine, et on ne peut pas le faire facilement, et même on ne peut pas le faire uniquement au sein du ministère. C'est un travail qui nécessite une collaboration avec les experts et d'ailleurs la loi cadre nous incite à mettre en place un comité permanent des programmes qui doit réviser les programmes, qui doit être responsable de la révision des programmes. Ce comité n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Et je me demande comment le ministère peut arriver à réviser le curriculum dans ce laps de temps avec les exigences de qualité. On va voir la réponse avec M. Zerouali, à qui je donne l'occasion de rebondir sur vos propos. Pour la commission permanente, elle sera là incessamment, donc elle sera domiciliée même à la direction des curricula.
Et pour maintenant, pour la révision du curriculum, dans le sens de la simplification, du rétrécissement, ça a été fait par des experts. Donc, c'est des commissions d'inspecteurs qui sont rodés, par exemple, dans la préparation des examens et tout. Donc, ils connaissent très bien la matrice curriculaire, ce qui est essentiel, ce qui est inessentiel, etc. Et en plus, on a un cumul. On est en train de travailler, par exemple, la révision des curricula du collège. Donc, on a quand même un savoir. On a des rapports. On sait très bien là où il faut toucher, ce qui est essentiel, ce qui n'est pas essentiel, etc. Mais n'aurait-on pas pu ajouter plus de temps pour les élèves qui ne sont pas assujettis à des examens, par exemple? Pour les collégiens, pour les élèves du primaire? Non, en fait, que ça soit assujetti à un examen ou non, un examen certificatif ou non, on a la même démarche. Donc il y aura un soutien intensif, un soutien ciblé, donc on va booster un peu la démarche. Donc automatiquement, il y aura, au niveau des apprentissages, il y aura plus d'apprentissage que dans le temps normal, si vous voulez. Monsieur Guédira, tout à l'heure, on parlait des grévistes. Il y a Monsieur Ben Moussa qui a brandi la menace des ponctuations salariales. Est-ce que, selon vous, ça peut freiner ce mouvement aujourd'hui? Écoutez, tout mouvement de grève a tendance à se tasser, quel qu'il soit. Ça, c'est ma conviction personnelle, c'est l'expérience qui a démontré cela. Mais laissez-moi rebondir sur quelques éléments et je reviendrai sur cet élément. D'abord, les programmes au Maroc sont surchargés, il faut le reconnaître. Deuxièmement, nous avons effectué, il y a longtemps, pas mal d'études dans le sens où on s'est posé la question, que retient l'élève une fois l'année terminée? Nous avons trouvé que, et ça c'est pas uniquement propre au Maroc, mais même ailleurs, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis, les étudiants retiennent à peu près entre 30 et 40% du programme. Ça veut dire tout simplement, retiennent l'essentiel, le fondamental. Donc, il y a des experts, il y a des inspecteurs, et j'estime qu'ils ont orienté vers le fondamental et vers l'essentiel, et par conséquent, cette quantité, cette rétention de fin d'année, de 30 à 40%, sera exigée pour l'apprentissage. Et je pense que ça va, s'il y a un engagement, s'il y a une implication de tous les acteurs, ça va se dérouler très bien. Maintenant, brandir des mesures comme l'a annoncé Sébène Moussa, moi j'estime que, et j'ai 3 points, il faut parler franchement. J'estime premièrement que certains professeurs ont trouvé des marchés juteux. Ils font grève, mais ailleurs, ils font des cours de soutien. Il y a même, et j'ai entendu dire, ce sont des parents qui me l'ont dit, il y a même des professeurs qui se sont constitués en association, et pour ne pas payer d'impôts et pour faire des cours de soutien. Je ne connais pas le degré de véracité, mais il y a beaucoup de parents qui m'ont dit cela. Et on ne peut pas généraliser, c'est peut-être des cas particuliers. J'ai dit certains professeurs. Est-ce que c'est 1% ou 10%? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelques professeurs dans ce sens. Ils font grève, mais d'un autre côté, je dirais, ils s'engagent dans un travail privé. Il y a aussi, et là, ce que je trouve malheureux, sur les réseaux sociaux, certains membres de syndicats qui ont signé d'une manière solennelle avec le ministère, qui prétendent être solidaires avec les grévistes. Et ça, je trouve ça irresponsable. Parce que lorsqu'on signe, lorsqu'on adhère à un syndicat qui a signé, on ne peut pas mener un double langage. Voilà ce que je peux dire. Mais j'estime, d'après certains, j'ai discuté avec beaucoup de professeurs, avec beaucoup de parents, certains me disent qu'il y a un passage d'une logique de revendication syndicale à une logique de confrontation politique implicite avec des mains invisibles. Je ne sais pas,
Mais moi, j'essaie de rapporter les débats, les discussions que j'ai eues avec les parents, avec les professeurs, etc. Monsieur Nagy, vous êtes d'accord avec cette vision de Monsieur Gdira? Non, ça, j'ai dit, pas c'est la pas vision moi. de Hein, M. Gdira, c'est les parents, le rapport, c'est les professeurs. Oui. Oui. Non, mais je parlais du fait que vous disiez qu'on passait d'une démarche syndicale à une démarche politique. Monsieur Nagy, votre avis là-dessus? Bon, entre démarche syndicale et démarche politique, quelquefois, il n'y a pas de frontières. On peut facilement passer d'une démarche à une autre démarche, puisque nous sommes dans un pays démocratique dans lequel on peut, bien sûr, revendiquer nos droits et on peut également être inscrit dans un parti politique et avoir une vision politique de nos revendications syndicales. Donc rien n'empêche. En plus, au Maroc, il y a un lien étroit entre syndicalisme et politique, parce que la plupart des syndicats sont affiliés à des partis politiques. Donc c'est un bras, en quelque sorte, un bras de revendication des partis politiques. Mais dans l'état actuel des choses, on peut dire que le syndicalisme qui a été jusqu'à aujourd'hui pratiqué dans le cadre de cette crise de l'enseignement dépasse un petit peu les normes syndicales. Il dépasse les normes syndicales en ce sens où des fois, vous avez des syndicats qui revendiquent des choses et après un jour ou 12 jours, ils revendiquent d'autres choses. Ils ne conservent pas le même cahier de revendications. Ils changent chaque fois de revendication. Ils se rallient avec le terrain lorsqu'ils trouvent que le terrain est plus fort que les syndicats. Et je pense que cette démarche n'est pas à même d'assainir le climat syndical au Maroc. Il faut bien sûr que le syndicalisme ait des normes et qu'il respecte une déontologie. Et je pense qu'au Maroc aujourd'hui, le fait de ne pas avoir la loi du syndicalisme, en plus de l'absence de la loi de grève, nous pousse dans ce climat qui est un peu malsain dans le cadre d'un secteur qui est très sensible, qui est le secteur de l'éducation, et qui est un secteur qui doit être géré d'une manière raisonnable et d'une manière mesurée, et pas démesuré, parce que si les choses ne sont pas maîtrisées dans le cadre du secteur de l'éducation, ça peut nous dépasser. Et s'il nous dépasse, ça veut dire qu'il y a des dangers sociétaux et pas uniquement des dangers qui concernent le secteur de l'éducation en lui-même. Rappelons que les 5 syndicats principaux ont signé la semaine dernière l'accord du 26 décembre, n'est-ce pas, Monsieur Zarouali? Est-ce que vous observez également sur le terrain ce double discours? En tout cas, vous l'avez bien dit, les syndicats les plus représentatifs ont signé l'accord du 26, donc c'est un moment historique. Normalement, on devait faire un accord historique, absolument. C'est vrai. En tout cas, pour nous, pour le connecter avec le plan national de gestion du temps scolaire, nous, on compte, pour nous, le plan national, c'est-à-dire l'enseignant est la plaque tournante pour réussir. C'est lui qui peut mener à bon port ce plan national. Donc on compte sur la mobilisation et l'engagement inconditionnel du corps enseignant. Tout à fait, ces enseignants à qui on donne l'occasion, comme on le disait tout à l'heure, donc de travailler pendant les vacances et faire des heures supplémentaires, tout cela au profit justement de ces étudiants et pour sauver cette année avec des indemnisations à la clé. On parle de 210 dirhams par heure, n'est-ce pas, monsieur? Donc en tout cas,
le chantier du soutien scolaire, il y a un certain nombre de mesures. C'est-à-dire, on va même mobiliser, il y aura du renfort, on va même mobiliser des stagiaires des centres régionaux des métiers d'éducation nationale. On va mobiliser également les étudiants des licences éducation, donc l'AES, l'action éducative. Des compétences donc externes. Externes même au secteur de l'éducation nationale, les retraités, etc. Mais en tout cas, je le rappelle encore une fois, c'est l'enseignant qui exerce dans sa classe, qui est le pivot de toute cette entreprise. Sinon, si l'enseignant n'est pas engagé, donc ce sera, comme on dit, cotère sur jambe de bois. Donc ce plan qui prévoit, M. Guédira, également donc, le renforcement des mécanismes de soutien scolaire afin d'aider ces élèves. Les apprenants seront donc accompagnés par une plateforme digitale qui est gratuite, qu'on peut utiliser par mobile ou sur Internet, qu'on appelle Telmid-TIS. Oui. Que pouvez-vous nous dire sur cette plateforme? Est-ce que son utilisation va apporter réellement une différence pour ces étudiants? Vous savez, l'utilisation est volontaire. Si on a la volonté, on peut apprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le professeur, c'est un coach. Il faut éviter la notion de professeur qui vient de prophétie, et donc c'est l'encyclopédie ambulante. Non, un professeur, c'est un orienteur pédagogique, c'est un facilitateur, et il est là uniquement pour faire, et les collègues le savent, de ce qu'on appelle la transposition didactique. C'est-à-dire le passage d'un savoir savant à un savoir décortiqué, plus simple. Voilà. Donc c'est ça le rôle du professeur. Et par conséquent, le professeur commencera le travail en classe et les élèves, bien sûr, auront la possibilité de continuer dans les plateformes, ou plutôt avec les plateformes, et par conséquent, je pense que c'est faisable. Parce que le grand problème dans notre système, c'est cette insuffisance d'autonomie de l'élève. Et quand on parle d'autonomie, on peut en parler quand il s'agit d'élèves, d'étudiants qui sont âgés, on va dire au niveau des lycées, de la faculté, mais à des âges qui sont beaucoup plus jeunes, au primaire, au collège. Le rôle de l'enseignant, quand même, reste majoritaire et c'est son encadrement qui fera la différence. Oui, vous avez tout à fait raison. Les rôles diffèrent d'un cycle à l'autre, ça, il faut le reconnaître. On est tout à fait d'accord. Mais l'expérience du Covid nous a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire que pas mal d'élèves sont devenus autonomes, de plein gré, et bien sûr avec l'aide des professeurs et avec l'orientation des professeurs. Et je l'ai dit, je vais le redire, ce que je reproche à notre système, c'est la surcharge, c'est cette insuffisance d'autonomie de l'élève et, je dirais, une petite insuffisance de la maîtrise de la pédagogie et de la didactique des spécialités. Cette surcharge dont vous parlez, c'est ce dont nous allons nous débarrasser aujourd'hui dans ce plan. Oui, tout à fait. Cette année. Oui, tout à fait. Maintenant, j'espère, et ça c'est un souhait, que on va élaguer au moins 40% de ce programme, parce que cette surcharge, c'est beaucoup plus un apport viral pour l'élève qu'autre chose. Vous savez, j'ai étudié pas mal les curricula, que ce soit du collège. J'estime qu'il y a des concepts qu'on ne peut pas enseigner au collège ou dans les classes de primaire et qu'on doit décaler et synthétiser et, je dirais, élaguer pour pouvoir alléger ces programmes. Maintenant, il y a un rôle aussi des parents d'élèves. Les parents sont responsables parce que le professeur, le directeur, le ministère, ce n'est pas uniquement les seuls acteurs du système. Il y a aussi, vous savez, dans certains pays, on a adopté le principe de partenariat, c'est-à-dire des élèves, par exemple, du bac, qui vont coacher les élèves de la 6e ou de la 5e. Et ça, c'était une expérience
réussi dans pas mal d'établissements à l'étranger. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas l'appliquer ici avec des petits groupes et un travail de groupe. Mais je reste confiant dans l'avenir, dans le sens où les programmes seront révisés. Nous avons pas mal d'experts et c'est toujours l'essai et l'erreur. Et l'apprentissage se fait toujours par essai et par erreur. Oui, monsieur. Allez-y, bien sûr. Donc, la note 00124 a prévu tout un système de soutien. Et c'est un mode, elle a prévu au moins 2 modes, un mode présentiel et un mode distanciel. Donc, parmi en distanciel, on a prévu ce dispositif de Telmitis où on a un certain nombre de vidéos, une compilation de tout ce qui a été fait lors de la Covid, etc. Donc, on a pas mal de documentation. Encore une fois, il faut que ça soit tutoré, bien encadré par les enseignants. C'est pour ça que je vous dis, on compte sur la mobilisation des enseignants pour encadrer et canaliser tout ça. Absolument, monsieur Neji. Et donc, en plus, c'est un statut complémentaire. Tout ce qui est numérique a un statut complémentaire. Donc, c'est des choses d'appoint, mais essentiel, c'est ce qui se fait en classe. Qui sont là pour accompagner. Monsieur Neji, ça peut faire la différence, cette plateforme, selon vous? Ça peut aider, mais ça ne peut pas faire la différence. Ça peut aider, mais à condition que les enseignants soient impliqués, que les enseignants soient formés parce qu'il ne faut pas oublier l'expérience de Covid. L'expérience de Covid, nous avions eu recours au distanciel, à l'enseignement à distance, mais ce n'est pas avec des résultats qui étaient, je ne dis pas médiocres. La différence aujourd'hui, il y a le présentiel et le distanciel. Non, moi je parle seulement du distanciel. Donc, et il y a également les acquis depuis la Covid, peut-être. Et puis, si le présentiel se fait comme il se doit, je ne pense pas que les élèves auront recours au distanciel, sauf dans des cas exceptionnels. Mais je reviens à cette question de soutien scolaire, soutien pédagogique, parce que c'est très important. Très important d'abord parce qu'il faut, avant de faire le soutien pédagogique, et je pense que le ministère prévoit de le faire, c'est de mettre en place une évaluation diagnostique pour faire un test de positionnement pour tous les élèves, pour voir où ils en sont concernant leurs apprentissages, soit l'apprentissage antécédent, c'est-à-dire avant cette grève, ou bien l'apprentissage qui devait se faire pendant la grève. Et suite à ça, on peut mettre en place un plan de soutien, un vrai plan de soutien pédagogique, différencié peut-être en fonction des besoins de chacun, pour remettre à niveau tous les élèves avant de commencer les cours de cette année, qui devraient être réalisés cette année. Vous parlez de l'année scolaire 2024, là, de 2024-2025 ? Non, je parle de 2023-2024. Donc l'année scolaire actuelle aujourd'hui, oui, avant d'entamer ces cours de soutien. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les élèves n'ont rien eu de cours concernant cette année. La plupart des élèves n'ont suivi aucun cours. Donc, parce que la grève a débuté juste après l'annonce du statut unifié le 27 septembre et on se rappelle de la grande manifestation du 5 octobre. Donc c'était 3 mois maintenant de grève et on peut dire pratiquement que les élèves n'ont suivi aucun cours durant cette année. Moi je parle de l'année précédente parce qu'ils ont perdu même l'apprentissage, un pourcentage de l'apprentissage de l'année précédente. Donc, il faut mettre en place un système de diagnostic, d'évaluation diagnostique, avant d'entamer le plan proprement dit. En plus, moi, je reste un petit peu sceptique par rapport à cette question d'être ou bien de faire recours aux compétences externes. Parce que faire recours aux compétences externes, d'abord, il faut s'assurer qu'ils ont les compétences nécessaires pour mettre en place ou bien pour s'impliquer dans ce plan. Ensuite, ça va se faire à la place de l'enseignant. Et nous, on ne souhaite pas que ça se fasse
à la place de l'enseignant parce qu'on espère que l'enseignant va regagner la classe, que la grève va s'arrêter parce qu'aujourd'hui, je pense qu'après l'accord du 26 décembre, il y a plusieurs éléments positifs dans cet accord, mais le ministère et le gouvernement en entier doivent accélérer le travail pour faire sortir ce statut unifié qui reste comme une chose qui est indispensable, mais qu'on n'arrive pas à saisir jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas entre les mains ce statut. Et je pense que ça, c'est un des éléments qui peut-être attise les manifestations jusqu'à aujourd'hui. Il faut accélérer le rythme de travail. Qui, rappelons-le, était historique et qui a permis de répondre à la plupart des revendications. On est à 70% de reprise et on espère que d'ici les 2 prochaines semaines, les autres enseignants vont suivre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Guédira. Tout à fait. J'aimerais qu'on revienne sur le point dont on a déjà discuté tout à l'heure et ce parallèle qu'on peut faire entre l'école publique et l'école privée, comment faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité des chances pour ces élèves qui, eux, sont dans l'école publique aujourd'hui et qui pâtissent de la situation aujourd'hui, Monsieur Zerouali. En tout cas, l'école privée a suivi une scolarité très normale. Donc, par contre, l'école publique, vous l'avez dit, a pâti des interruptions. Comment donner à ces jeunes les mêmes chances C'est toute la raison d'être de ce plan pour rééquilibrer un peu la tendance. Et j'aimerais bien revenir sur ce plan national, c'est juste des intentions. Il a une facture d'encadrement, d'orientation. Mais l'essentiel, Naji a parlé peut-être des inégalités au niveau de l'état d'avancement, par exemple, tel lycée, ils sont à la leçon 8, dans tel autre, etc. Donc là, c'est toute la pertinence maintenant de ce qu'on a proposé comme plan local. C'est des plans qui sont faits dans des établissements, donc un plan détaillé avec des objectifs, avec le nombre de ressources, est-ce qu'il y a des infrastructures, etc. Donc on est in situ pour voir un peu comment on peut résoudre, comment on peut, si vous voulez, sécuriser, sanctuariser le temps scolaire dans l'établissement. C'est ce qui est important, d'accord ? Et donc c'est des plans qui seront validés par le conseil de gestion et par la direction provinciale. C'est pour dire un peu, c'est-à-dire c'est un plan national mais multiniveau. Donc c'est des orientations, mais également on est au niveau régional et au niveau provincial et même au niveau d'établissement. Et c'est au niveau d'établissement que le soutien se fait de manière efficace. Mais quelles mesures peuvent être pensées aujourd'hui justement pour que ce système entre public et privé soit équitable ? Je parle de manière générale, pas dans la conjoncture aujourd'hui que nous vivons. Au Maroc, en tout cas, pour donner les mêmes chances aux élèves, à tous les élèves. Il ne faut pas raisonner en termes d'opposition ou de rivalité, mais en fait, on est dans une logique de partenariat privé-public. C'est vrai que dans le secteur privé, on a de bonnes pratiques. Dans l'école publique, on essaie, pourquoi pas, d'importer ces bonnes pratiques et les routiniser dans la sphère de l'école publique. Donc, en tout cas, nous, on essaie. Ça, c'est une preuve à l'appui que le ministère essaie si vous voulez, de donner lieu à des mesures qualitatives pour égaler, pourquoi pas, le secteur privé. Monsieur Naji, selon vous, quels sont les défis aujourd'hui encore existants dans ce sens pour cette égalité des chances entre les deux secteurs, justement ? Il y a plusieurs défis. Mais je peux citer 3 défis que je pense sont majeurs concernant ce déséquilibre ou bien cette inéquité entre l'enseignement privé et l'enseignement public. D'abord, il y a l'autonomie de l'établissement scolaire. L'enseignement privé, par essence, il est autonome. C'est un établissement qui peut faire plusieurs choses, il peut faire plusieurs initiatives, bien sûr dans le cadre des orientations nationales, mais ça n'empêche qu'il peut gérer de la façon qu'il trouve la meilleure son établissement.
Malheureusement, pour l'établissement scolaire dans le public, il n'y a pas d'autonomie. Tout est dicté par le ministère de l'Éducation. Le directeur de l'établissement scolaire ne peut rien faire sans directive, sans notes qui viennent du service extérieur du ministère. Et donc, il y a ce problème d'autonomie. Le deuxième problème, qui est lié au problème d'autonomie, c'est le problème de la gestion des ressources humaines. Dans l'établissement privé, il peut gérer son potentiel humain. Par contre, dans l'établissement public, il ne gère rien. Le directeur de l'établissement scolaire ne gère pas ses ressources humaines. Travailler ou ne pas travailler, être performant ou pas performant, ça, il ne peut rien faire. Et le troisième élément, bien troisième défi, qui peut expliquer ces différences entre l'enseignement public et l'enseignement privé, c'est la matière première. Qu'est-ce que j'entends par la matière première? C'est-à-dire les élèves qui entrent dans chaque niveau d'enseignement. Vous savez que dans l'enseignement privé, on se base sur la sélection. On ne peut pas entrer dans un établissement privé si on n'est pas sélectionné sur des critères de niveau. Alors que dans l'enseignement public, il n'y a pas de sélection. Et donc, il y a une différenciation très grande de niveau entre les élèves qui freine un petit peu le travail de l'enseignant et qui est un obstacle majeur dans l'exercice de la fonction, le métier d'enseignant dans le cadre de l'enseignement privé. Et malheureusement, pendant cette période de grève, le gap entre l'enseignement public et l'enseignement privé s'est renforcé plus. Absolument. Donc, un gap qui se creuse. Monsieur Guedira, on arrive au terme de cette émission. Je vous laisse le dernier mot pour parler justement de ce rapport public-privé. Comment on peut aujourd'hui changer les choses, vu que vous êtes enseignant et que vous avez été sur le terrain toute votre vie. Il y a des choses que vous avez dû observer, que vous pouvez partager avec nous. Alors, je vais partager 3 éléments. La première différence, c'est dans la vitesse de prise de décision entre le privé et le public. Le deuxième élément, c'est le principe de gouvernance. Il y a une certaine autonomie dans les écoles privées qu'on ne trouve pas dans les écoles publiques. Troisième élément, c'est le système de contrôle. Il faut sortir de cette logique d'inspection, aller vers une logique d'accompagnement et une logique de contrôle. Je dirais contrôle, c'est pas le contrôle sanction, mais c'est, vous savez, évaluer, c'est évoluer. Donc il faut évaluer dans la perspective d'évolution et non pas dans la perspective de sanction. Et par conséquent, je vais réitérer mes félicitations au ministère de l'Éducation nationale, au gouvernement et aux syndicats qui ont signé. Et pour moi, c'est un travail colossal qui a été fait. Bien sûr, dans toute signature, il y a des contents et des mécontents. Je respecte les mécontents, mais j'adhère et je suis avec les contents. Merci à vous, Monsieur Mohamed Guedira. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté des sciences de l'éducation à l'université Mohamed V de Rabat. Merci à vous également, Monsieur Mohamed Zarouali. Je rappelle que vous êtes directeur des curricula au ministère de l'Éducation nationale. Et enfin, merci à vous, Monsieur Abdelnasser Naji. Vous êtes président de l'AMAKEN. C'était un plaisir de vous avoir tous les trois avec nous ce soir. Merci de nous avoir éclairés sur cette question épineuse qui est cette crise de l'éducation. C'est la fin de la question d'actu pour ce soir. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique. Merci.